Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je trouve que c'est une très bonne occasion pour moi pour vous présenter quelques idées, peut-être plutôt réflexions que résultats de notre projet. Et on va garder la thématique de la fin de vie, mais je vais l'encadrer dans une institution que j'espère que de vous, personne connaît de proche. J'espère vraiment que vous n'ayez pas vu une prison par l'intérieur. Ça ne vaut pas la peine, je peux le dire, j'ai vu assez. Pour avoir un peu une idée de ce que c'est les prisons en Suisse, on a 102 établissements de privation de liberté en Suisse et on a à peu près 7000 places. Alors vous voyez, par moyen, ça c'est 70 places par établissement. Si on compare surtout avec disons les États-Unis, d'autres pays, on a vraiment une structure assez petite, assez aussi marquée par le fédéralisme suisse. Aussi, le taux d'occupation est assez haut. Peut-être vous le savez, à Genève, Chandelon, là on a toujours trop de personnes par place. On a 94, presque 95% de places occupées. Et à peu près la moitié des places est utilisée pour l'exécution de peine normale. Alors, ce n'est pas la détention préventive, ce n'est pas l'exécution anticipée, etc. Et je vais parler de ces places d'exécution de peine normale. La question alors se pose, normalement on parle des personnes qui vivent en prison, même si c'est une vie un peu spéciale. Pour nous maintenant, pour cette demi-heure que j'ai, la question c'est qui sont les personnes qui meurent en prison? Quelques chiffres pour vous. Normalement, on pense, si on parle de la mort en prison, on pense au suicide. Vous voyez en Suisse, les chiffres sont assez bas aussi. On a 5 à 14 personnes par an pour 2003-2009. Je l'écris comme ça parce que faire une moyenne avec des chiffres si bas, ça ne vaut pas la peine. Les morts naturelles, c'est presque similaire, 5 à 13 personnes on trouve entre 2003 et 2009. Mais ce qui est à remarquer, c'est que pour 2012, là on a les dernières données, on avait 20 personnes. Alors on constate qu'il y a que l'importance des morts naturelles se voit accroître, alors on a de plus en plus. Et je vais un peu parler d'abord pourquoi est-ce qu'on a plus de personnes qui meurent d'une mort naturelle en prison, pour après développer les défis que ça pose. Simplement pour vous donner un contexte différent, j'ai déjà dit les États-Unis, là, c'est un pays très différent quant au nombre de personnes et aussi des personnes détenues. Là, on a 2500 personnes par année qui meurent d'une mort naturelle en prison. Alors, vous pouvez imaginer que l'institution est beaucoup plus développée pour gérer ces cas. La question qui s'impose alors, si on regarde ces chiffres, c'est est-ce qu'il y a des raisons pour l'augmentation des morts naturelles en prison en Suisse? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait même parler d'une tendance. Alors si je dis que 2012 c'était 20 personnes, quelles sont les raisons pour cette tendance? On constate qu'il y a plusieurs raisons. Une, on l'a déjà écoutée pendant les dernières présentations. Alors, en général, on a un vieillissement de la population et les prisons, c'est un peu... les prisons prennent les détenus viennent de la population. Alors si on a un vieillissement de la population, on constate le même processus aussi dans les prisons. Mais il y a d'autres raisons qui sont assez intéressantes. On constate aussi que les personnes plus âgées font de plus en plus de crimes. Alors il y a les délinquants même deviennent de plus en plus âgés. C'est vraiment les statistiques qui montrent ça. Peut-être ça va un peu en contre de notre impression, mais les statistiques le montrent.
Et une troisième raison qui est très importante aussi en Suisse, c'est ce qu'on appelle en anglais le punitive turn. Alors c'est le développement qu'il y a une pression publique très forte. Je crois que vous l'avez lu aussi dans les journaux. Une pression publique qui mène à des sentences de longue durée et aussi à l'internement de vie. Il y a eu cette initiative populaire pour l'internement à vie. Alors on a eu un changement de loi en Suisse qui fait que pas seulement les gens ont des sentences de plus longue durée, mais aussi qu'ils restent dans les prisons jusqu'à la fin de vie. Alors l'internement à vie, ça mène vraiment à que les gens restent en prison jusqu'à la fin de vie. Je peux déjà faire une parenthèse. La loi, elle parle sur l'internement à vie. On a le mot de vie là-dedans. On n'a pas le mot, il n'y a pas un paragraphe sur la mort. Alors la loi implique que les gens vont mourir, mais personne n'a pensé à cette situation. Quels sont les résultats de ce développement? D'une part, on a une augmentation du nombre de personnes touchées par la probabilité d'une mort en prison, simplement à cause de l'âge. Mais aussi, les prisons ne sont pas préparées pour un tel développement. J'ai dit déjà que la loi ne prévoit pas qu'ils meurent en prison. Alors également aussi, les institutions ne sont pas préparées pour cette situation. Et de cela devient un problème éthique, même moral, de proportionner ou faciliter d'une bonne manière la mort de ces personnes. Ma présentation se base sur les analyses que nous menons au sein d'un projet de recherche. Ce projet de recherche fait partie du programme national de recherche 67 sur la fin de vie. Vous voyez le titre du projet, alors c'est fin de vie en prison, contexte légal, institutions et acteurs. C'est très important aussi de regarder le contexte légal pour voir où est-ce qu'il y a des trous dans les lois, qu'est-ce qu'il faut aussi gérer d'une manière légale, mais aussi quelles sont les possibilités qu'on a avec les lois existantes pour gérer cette problématique. Il y a toute une équipe de recherche, ce n'est pas moi seule qui fait ce travail. On a des juristes, c'est Stéphane Bérard et Nicolas Queloz. On a des anthropologues sociaux, Uli Hostetler et Irène Marty, et moi je suis géographe et sociologue, alors c'est assez interdisciplinaire. On fait de l'observation participante dans des prisons, on fait des entretiens et on fait, comme j'ai dit, aussi une analyse juridique des textes qui existent. Si la recherche en prison vous intéresse, après ma présentation, vous pouvez toujours visiter notre site web. On a une vaste expérience, on a fait des projets sur un tas de questions. Alors, pour revenir au sujet, qu'est-ce qui signifie la fin de vie en prison? Qu'est-ce qui est différent de tout ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant? Comment est-ce qu'on peut caractériser la fin de vie en prison? Je vous ai mis 3 points que je crois que sont un peu la base pour caractériser cette situation. La première, c'est clair, c'est la privation de liberté, mais qu'est-ce que ça signifie? La privation de liberté, ça veut dire que les détenus, ils sont privés de tous les choix qu'on a normalement comme une personne libre. C'est les horaires. Alors c'est clair, c'est défini quand on se lève, quand on mange le petit déjeuner, quand on va travailler, les pauses pour fumer, tout est réglé. C'est le même repas pour tout le monde. Si peut-être 2 fois par semaine vous avez droit à une douche, même ça c'est réglé. Alors vraiment, la privation de liberté, c'est une contrainte très, très forte pour une vie, si on compare une vie en liberté. Pour la situation de fin de vie, ça veut dire que les détenus ne peuvent pas choisir librement comment et où, peut-être aussi quand, ils désirent de mourir. La question du suicide assisté, elle est encore plus compliquée dans ce cas, je vais la laisser pour ce moment. Une deuxième caractéristique, c'est le principe de l'équivalence.
ça veut dire que la sentence elle prévoit la privation de liberté. Alors, purger, la punition, ça se fait à travers de la privation de liberté. Et l'idée, c'est que pour le reste, il existe une égalité de choix. Les personnes en prison devraient avoir accès aux soins médicaux, mais aussi à la formation, etc., comme les personnes qui sont dehors, qui sont extramuros. Alors ça veut dire que même les lois et les standards en général demandent que les soins médicaux soient les mêmes pour les personnes intra- et extramuros. Et troisièmement, on a un problème institutionnel. C'est que la privation de liberté, comme institution, elle crée des barrières très spécifiques pour les soins médicaux. Alors ça peut être qu'une demande pour des soins, peut-être pour des soins palliatifs, on a eu des exemples pendant cette journée. Si un détenu a une demande, ça passe plusieurs instances jusqu'à cette demande de soins soit appliquée. Ça peut durer des semaines, peut-être même des mois. Alors c'est très bureaucratisé. Un autre exemple peut être que l'institution traite les détenus, on peut dire, comme une masse. Si je vous ai décrit l'horaire de chaque jour, c'est aussi pour gérer cette masse de détenus d'une manière efficace. Alors la personne devient un nombre dans cette institution. C'est très court, mais j'espère vous donner un peu une idée de ce que c'est une prison. Alors, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment si quelqu'un meurt en prison. Les pratiques actuelles sont les suivantes. Il y a, disons, des cas, on pourrait dire, simples. Alors ça, c'est avec une mort soudaine, on a peut-être un détenu à une attaque cérébrale. C'est, disons, la solution la plus simple parce que la personne est décédée avant que quelqu'un constate qu'on puisse avoir un problème. C'est un peu ironique, mais ça soulage tout le monde. On peut aussi avoir une personne avec une maladie grave, alors ça peut être le cancer surtout. Là, cette personne, elle est emmenée à un hôpital. On a à Berne, à l'Inselspital, on a une section fermée, sécurisée pour les gens qui viennent des prisons. Alors c'est presque une prison, c'est une prison dans l'hôpital. Et là, ils reçoivent les soins et ils peuvent aussi mourir si la maladie les mène rapidement à la mort. Quand on a des cas avec des sentences de durée définie, alors peut-être 2 années, 1 an et demi, 5 années, là, après les deux tiers de sentence, on peut toujours discuter la libération conditionnelle. Alors si on voit que la personne n'est plus en forme pour rester en prison, on peut la laisser libre, disons, pour mourir dehors. Mais ce qu'on rencontre aussi, et c'est ce cas qu'on regarde surtout, c'est des personnes avec un état grave pendant une longue durée. Alors une maladie qui se déroule peu à peu, où il faut des soins, mais en même temps la personne ne va pas décéder rapidement. Et là, on constate qu'il y a un manque de solutions, un manque de pratiques élaborées. Normalement, ou ce qu'on a constaté dans plusieurs cas, c'est qu'il y a des transports constants entre prison, hôpital, des fois aussi autres institutions, et la personne, elle meurt entre ces transports, peut-être à l'hôpital, peut-être en prison, mais ce n'est pas vraiment une, disons, bonne mort pour le détenu. Alors la conclusion, c'est vraiment qu'il n'existe pas de modèle pour gérer ces cas. Et les établissements, ils ne sont pas du tout préparés. Ils sont préparés pour gérer la vie des détenus, mais pas préparés pour gérer la mort. Et aussi pas préparés pour les détenus âgés. Alors pour tous ces cas de polymorbidité, aussi les maladies typiques de l'âge, Alzheimer, démentia, etc. Alors les soins palliatifs ne sont pas encore entrés dans les prisons.
Nous essayons maintenant de regarder cette problématique de l'institution, de l'établissement de privation de liberté et des soins qui commencent à entrer dans cet établissement en regardant les logiques des deux principes. Alors il y a d'une part le logique du soin, soigner, ça vient ce qu'on a écouté, alors ça vient d'un contexte d'hôpital, d'abord curatif et après palliatif. Et de l'autre côté, on a la logique de la prison, c'est la logique de surveiller les gens. Je vais expliquer ce que je comprends avec ces deux logiques. Surveiller, c'est pas tout simple. Alors ça veut dire plusieurs choses. D'un côté, c'est la sécurité. La prison elle est responsable pour la sécurité des gens, de la population générale. Alors, des fois aussi, si on a un criminel qui a commis un meurtre, etc., alors il faut aussi faut être responsable pour la sécurité de la population, mais aussi de la population dans la prison. Alors, c'est les autres détenus et c'est même le détenu spécifique. Alors, la prison, elle est responsable de prendre soin, et j'utilise ce mot par exprès, de prendre soin des détenus. La sécurité, alors, a un sens assez large. Mais la logique de surveiller, ça inclut aussi l'idée de punir. Alors, il faut punir les gens parce qu'ils ont commis un crime. C'est pas simplement de les garder pour qu'ils ne commettent pas un autre crime, c'est aussi vraiment ils ont commis un crime, alors il faut qu'ils restent en prison, c'est la raison primaire de la prison. J'ai dit que la logique de surveiller, ça veut aussi dire que la prison doit prendre soin des détenus. Alors, il y a déjà une partie de soins dans cette logique de surveiller. La prison, elle est responsable à la fin du bien-être des détenus. Et c'est à cause de ça que je dis aussi que la fin de vie en prison, c'est un problème éthique et moral, parce que la prison et à la fin, la société, elle est responsable pour ces personnes. Elles ne peuvent pas choisir. Alors quelqu'un doit leur faciliter des modalités pour pouvoir accéder à une bonne mort. Ce qui caractérise cette logique, c'est la distance. Si on fait les cours pour devenir un agent de sécurité de prison, on apprend, c'est une des premières choses qu'on apprend, il faut garder la distance parce qu'il y a toujours la violence, c'est 1 mètre, demi-mètre, je ne sais pas, mais il ne faut pas toucher. Et je vous ai déjà expliqué, les détenus sont gérés comme une masse de personnes, il y a une déshumanisation des personnes. La logique de soigner est contraire à cette logique de surveiller. La personne est mise au centre avec ses besoins et j'insiste, ce ne sont pas seulement les besoins médicaux, c'est aussi psychologiques, sociaux, spirituels, tous ces besoins qui sont mis au centre. Alors on a une proximité, vous le savez très bien que pour soigner il faut toucher et pas seulement pour appliquer des médicaments mais aussi pour soulager, etc. Alors l'être, c'est une logique qui se base sur la proximité et l'être humain est mis au centre. Pour concrétiser ça un peu, je vais vous donner 2 exemples des conflits concrets que ces deux logiques peuvent apporter. Ce sont des exemples un peu modèles, mais je crois qu'ils montrent très bien les conflits qui peuvent surgir. Alors, vous imaginez un détenu qui refuse de prendre ses médicaments, ce sont des médicaments psychopharmaceutiques, et dans les prisons, il existe des directives pour presque tout est normé et réglé. Alors, il y a une directive qui sanctionne cette situation avec ce qu'on appelle le CAJO, alors c'est la cellule d'isolation. C'est une cellule quelque part ailleurs dans la prison où on reste peut-être 1 jour, 2 jours, ça dépend. C'est pas très marrant. Alors, 2 possibilités de résoudre ce conflit. La première possibilité, la personne est sanctionnée selon les directives
Elle doit rester dans la cellule isolée. Et là, c'est la logique de surveillance qui s'impose sur la logique du soin, sur la logique de prendre cette personne au sérieux. Une autre possibilité serait de rapporter ce cas au psychiatre, alors pas au supérieur, ce qui serait la logique de la prison hiérarchique, mais le psychiatre, alors la personne responsable des soins pour cette personne, et le psychiatre analyse le cas, il ordonne d'arrêter le traitement des médicaments. Vous voyez que ça, c'est une possibilité que la logique de soins commence à influencer la surveillance. Un autre exemple, ça pourrait être une situation typique dans une section pour des détenus âgés, où les soins deviennent de plus en plus une tâche quotidienne. Alors, l'exemple, c'est qu'un détenu a besoin de gouttes pour les yeux, et le personnel se commence à demander qui doit gérer ce besoin. Est-ce que c'est le personnel médical ou le personnel de surveillance qui doit donner les gouttes? Et alors l'équipe, on discute et il décide que le personnel surveillance de cette section, c'est pour ça que j'insiste que c'est une section de personnes âgées, parce que dans une autre section, je crois que ça serait jamais comme ça. Alors il décide qu'eux, ils vont assumer cette tâche. Même, et ça c'est important, même si elle implique un contact corporel direct. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais je peux vous dire que pour donner ces gouttes pour les yeux, ils mettent des gants. Je ne suis pas une spécialiste de soins, je crois pas que ce soit nécessaire, mais vous voyez comme des pratiques qu'on voit visiblement, des pratiques de soins, mettre des gants en plastique, sont adaptées pour faire cette tâche. Alors la logique de soins est intégrée à la logique de la prison, et aussi le principe du contact corporel est atténué, ce qui est vraiment un principe de base. Alors vous, comme personnel soignant dans tous les sens, j'imagine que vous vous demandez alors c'est quoi les défis si peut-être un de vous un jour décide de travailler dans une prison comme personnel soignant. Il faut distinguer, il y a 3 types de personnel soignant. Il y a, disons, le personnel soignant qui existe déjà, alors c'est l'infirmerie, où il y a peut-être aussi un médecin, ça dépend un peu de la taille aussi de la prison. On peut distinguer deux versions. Alors, des fois, c'est vraiment une section médicale, alors l'infirmerie qui est installée dans la prison. Des fois, c'est aussi un médecin externe, conciliaire, qui arrive de temps en temps et qui prend soin des détenus qui en ont besoin. L'intégration institutionnelle à la prison, elle peut prendre 2 formes. Elle peut être dépendante de la prison, alors vraiment quand le personnel médical est même employé par la personne, ça implique d'autres problèmes comme le secret médical, etc. Ou elle peut être employée par le canton, par exemple. Le but du personnel médical existant, c'est vraiment de guérir les détenus pour qu'ils puissent participer normalement à la vie en prison. Alors c'est de réinstaller le fonctionnement des détenus pour que la prison continue à fonctionner. Maintenant, j'ai dit qu'on a de plus en plus de personnel âgé. Alors, il devient important de penser à un personnel médical soignant pour les sections des détenus âgés. Ça n'existe pas encore, ça il faut que je le dise. Et vous connaissez tous les défis que ça pose ce sont les personnes avec de la polymorbidité, les maladies chroniques, maladies terminales, etc. C'est complètement différent à une infirmerie comme elle existe à ce moment-là, pour le but de guérir. Là, c'est le but de rendre la vie dans cette section de personnes âgées possible, soulager les problèmes,
c'est pas vraiment la guérison des maladies, ce qui est le but. Les questions se posent, est-ce que le même personnel peut assumer cette tâche? Est-ce qu'il faut du personnel nouveau pour ces sections spécialisées? Je crois que ce sont des discussions qu'on va mener dans les prochaines années. Et finalement, s'il y a des personnes qui meurent en prison, il faut aussi un personnel médical palliatif. Aussi, ce personnel n'existe pas encore dans les prisons. Et là, c'est le but de soulager les peines. Moi, je dirais aussi de rendre possible le good death, précisément ce qui n'est pas possible jusqu'à maintenant. Je viens de vous le décrire. Et ce but s'oppose clairement à la logique de la surveillance. Alors, ça va être un défi pour ce personnel soignant d'entrer dans une prison avec une logique complètement différente. Alors là, il faut au moins se débrouiller. Il faut une discussion. Vous voyez aussi la personne mourante. Pour les soins palliatifs, elle doit être vraiment au centre pour beaucoup d'aspects qui vont en contre de la logique de la prison. C'est la temporalité, alors un horaire strict ne peut plus être appliqué, ou aussi la forme, intensité des soins. Ça revient à que les détenus comme patients, on leur redonne une liberté au choix, une liberté qu'ils n'ont pas comme détenus. Alors avec les soins palliatifs, vraiment une nouvelle forme de soins entre dans les systèmes pénitentiaires. Et pour finir, je laisse ça, ça peut être un exemple, une autre histoire, mais je suis allée trop vite. Voilà. Maintenant c'est bon. Ouais. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que fin de vie, déjà d'un point de vue médical, c'est pas toujours si évident quand est-ce que ça commence. Est-ce que ce sont les dernières 2 semaines? Est-ce que c'est les derniers mois? Là, c'est vous les experts, je ne vais pas entrer dans cette discussion. Mais ce que je veux dire, c'est dans une institution totale comme elle est la prison, alors une institution qui vraiment prend charge dans tous les sens des personnes qui vivent dans cette institution, la fin de vie commence beaucoup avant. On pourrait même dire que la fin de vie ou la mort sociale commence quand on entre dans cette institution. Et on envisage un peu de redéfinir cette définition de fin de vie d'un point de vue plus sociologique et moins médical. Je vous remercie. Si ça vous a paru intéressant, là, vous trouvez plus d'informations. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup à Madame Richter. Merci aussi d'avoir pu s'exprimer en français, parce que c'est pas toujours facile, donc merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut poursuivre un peu la discussion? C'est plutôt une réaction, une réflexion. Je trouve c'est toujours ça doit être très compliqué en fait cette approche du fait que on n'a pas envie que les prisonniers, que les gens en prison, d'une part par rapport à la société, soient considérés comme des êtres qui ont tous les droits. Et évidemment, ils les ont pas tous puisqu'ils sont privés de liberté, hein, vous l'avez dit clairement. Et est-ce que le droit à mourir d'une certaine manière, dans quelle catégorie il entre? Parce que finalement, c'est là que ça pose problème. Parce qu'on pourrait se dire, tant pis, ils mourront comme ils mourront, et puis on s'en occupe pas. Et puis, quelque part, bien sûr, quand on est soignant, on a envie que les gens meurent dans des conditions dignes. Est-ce que la dignité fait partie des droits des prisonniers? J'ai cette réflexion. Vous en avez un peu parlé, mais j'aimerais bien que, si vous pouvez approfondir un petit peu tout ça, parce que c'est pas simple. Des fois, on a envie qu'ils meurent mal parce qu'ils ont été des mauvais aussi. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui a tué des enfants, je sais pas, c'est pas simple de se dire, est-ce qu'on veut leur donner encore des mêmes zut quoi qui meurent? Voilà. Oui, c'est très ambigu et je crois que c'est ambigu pour tout le monde.
qui est dans ce champ. Il faut dire qu'on collabore avec 2 institutions, de grandes prisons en Suisse alémanique, Lenzburg et Schwyz, on peut les nombrer, c'est officiel. Et eux-mêmes, disons, les directeurs des deux prisons sont vraiment bouleversés par cette question, parce que pour eux, c'est une question éthique, comment on peut rendre la mort pour tous les détenus, tous les gens, on ne parle pas des délits qu'ils ont commis, de rendre la mort une mort humaine. Après, si on regarde dans les prisons, il y a des différentes personnes qui travaillent dans les prisons, il y a aussi des différences par génération, on pourrait dire. On a vraiment des agents de sécurité qui sont des agents de sécurité, qui pensent les gens qui sont ici, il y a une raison pour laquelle ils sont ici. Des fois, les raisons sont assez graves, on n'aimerait même pas savoir les détails. Alors, comme vous avez dit, alors zut, qu'ils meurent. Et de la façon... laquelle et en même temps, ce sont des êtres humains. Alors, ça, c'est vraiment la question éthique qui entre là-dedans. Ils ont une chance pour mourir. Et aussi, les prisons, ils ont une chance, une fois, la possibilité de rendre cette mort une mort humaine. Et ça, c'est l'enjeu éthique qui est derrière toute cette discussion. Et même si, vous avez vu, ce sont vraiment peu de cas par an à ce moment-là. Et on pourrait dire, on a reçu quand même tout cet argent pour mener une enquête. Précisément parce qu'on s'est rendu compte que c'est une question importante. Je dis au niveau éthique, on pourrait aussi se foutre de l'éthique. Il y a aussi la loi. Il y a la loi sur l'équivalence. Alors la prison a le devoir de prendre soin des détenus. Et peut-être si vous lisez les journaux, quand il y a une mort en prison, toujours la question, est-ce que c'était un suicide? Est-ce que la cause était la prison elle-même? Parce que vivre en prison était si affreux pour cette personne qu'elle devait s'en sortir par finir sa vie. Et là, ça, c'est aussi une faillite du système de la prison. Alors, ce sont des questions assez compliquées qui sont liées avec, comme vous l'avez dit, avec la dignité humaine et avec la responsabilité du système même aussi. Vous avez dit qu'il n'y a pas de modèle en fait de prison concernant les soins palliatifs. En fait, on n'a pas inventé pour l'instant un modèle de structure en fait contraignante pour ces personnes. Néanmoins, j'imagine que vous avez dû rencontrer des soignants. Je pense qu'il y a des infirmières en prison et observer des pratiques. Donc, je voulais voir si dans ce monde très contraignant, au fond très hiérarchisé, est-ce que les soignantes, les infirmières prennent le risque de transgresser, par exemple? Est-ce qu'elles inventent des pratiques? Les soignants qui travaillent aujourd'hui aux prisons, c'est vraiment dans le sein des infirmeries, des centres médicaux existants. Alors ce sont ces centres que j'ai expliqués qui ont le but de soigner les gens, de guérir à la fin. Alors ils n'ont pas le même fond ou la même formation. Mais quand même, il y a des soignants qui sont impliqués peut-être par exemple, dans la conception des sections des âgés, pour les personnes âgées. Alors là, on a aussi eu des soignants qui ont participé du point de vue médical. Qu'est-ce qu'il faut comme infrastructure? Qu'est-ce qu'il faut pour le quotidien pour installer une section pour les personnes âgées. Jusqu'à maintenant, les personnes soignantes n'étaient pas vraiment impliquées dans les morts, parce que, comme j'ai montré, quand on a eu vraiment, disons, une mort annoncée, alors une mort où on devrait gérer la fin de vie, pas une mort soudaine, on a toujours besoin des soins assez spécialisés.
Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas les donner aux prisons. Alors, on n'a pas encore des équipes mobiles, palliatives, ça serait une possibilité. Tout ça, ça n'existe pas. Alors, on n'a pas l'infrastructure et on n'a pas encore une collaboration avec d'autres services. À la fin, ces gens vont toujours dans un centre hospitalier. Et ils meurent dans ces transports entre la prison et l'hôpital. Oui, ça va. Dans votre présentation, vous avez parlé de la prison comme un lieu pour surveiller, pour punir, mais c'est aussi un lieu pour réhabiliter. Alors, ma question serait celle-ci. On sait aussi que dans le cadre, l'État, au fond, se donne le pouvoir sur la liberté des gens, mais aussi, dans certains pays, le pouvoir sur la mort. Hein, si on pense aux États-Unis, qui ont quand même développé toute une philosophie de la peine de mort, dont j'aimerais vous entendre un peu là autour, parce qu'au fond, ces couloirs de la mort, c'est un peu des soins palliatifs. Hein, on sait qu'on va mourir, on ne va pas en sortir. Donc, je dis, pour élargir un peu le débat, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un certain nombre d'écrits, d'éléments qui aideraient à réfléchir sur cette mort en prison, parce que de fait on tue en prison, on garde en vie, on interdit le suicide, on fait tout pour éviter que les gens meurent. Enfin, il y a déjà, il me semble, toute une série de pratiques très particulières, mais qui pourraient inspirer ces soins palliatifs New Look. D'abord pour l'aspect de réhabiliter les gens, merci, oui. Ça entre un peu dans l'aspect de prendre soin des détenus, vous avez raison. Quand on parle des personnes qui vont mourir en prison, ce sont les personnes avec un internement à vie. Alors là, la réhabilitation de toute façon est hors de question, parce que tous les autres, on peut les libérer avant. Mais c'est vraiment le cas pour les gens d'internement à vie. Les couloirs de mort, ça c'est... je crois qu'on n'ose même pas penser aux couloirs de mort comme une fin de vie, parce que la différence, c'est la mort. Quand on est dans le couloir de mort, la mort fait partie de la sentence. Alors, et ici, on parle des gens qui doivent mourir par d'autres raisons, par des raisons qui sont en dehors de la justice. Mais je crois que ce n'était pas cette question que vous intéressez, plutôt si on peut apprendre des couloirs de mort, si je vous ai bien compris. Quand même, je crois qu'on ne peut pas vraiment comprendre, parce que les couloirs de mort, c'est appliquer une sentence. Et il y a certaines pratiques, comme le dernier vœu, etc., qui sont appliquées, ça c'est vrai. Mais on a toute cette question des soins palliatifs qui n'est pas vraiment existante, parce qu'il ne s'agit pas des gens qui sont malades. Toute l'infrastructure qui est nécessaire d'installer dans les prisons ou faire mobile pour qu'elles accèdent aux prisons, ça sont d'autres questions, je crois. Mais quand même, je trouve que c'est une idée intéressante. On n'y a pas du tout pensé, parce que normalement on critique les États-Unis pour les couloirs de mort. J'y vais regarder. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore l'applaudir une petite fois pour...